Bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est une conférence avec Pascal Jaouen. Moi-même, je m'appelle Anna Jaouen, mais en fait, nous n'avons aucun lien de parenté. Je précise dès le départ de la conférence. On est beaucoup de Jaouen en Bretagne, voilà. Donc, de la même commune. De la même commune en plus, mais voilà. Donc, Pascal Jaouen, vous êtes originaire de Banalec, on le disait à l'instant, une petite bourgade du sud Finistère qui se situe au cœur du pays de la Veine, à mi-chemin entre Rospordin et Quimperlé, entre Quimper et Lorient. Quimperlé, vous êtes né le 19 mai 1962. Alors, une date de naissance qui vous prédestinait à œuvrer pour le rayonnement de la Bretagne, puisque je rappelle que le 19 mai est la date à laquelle on célèbre Saint-Yves, qui est le saint patron de la Bretagne. Saint-Yves qui est également le patron des professions de justice et notamment des avocats. Et là, pour le clin d'œil, c'est vrai que les avocats portent aussi une robe noire et blanche aux couleurs du drapeau breton, le Gwenadu. Alors, une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre sur Internet, vous est dédiée et vous présente comme un brodeur et styliste français de culture bretonne. Alors, vous êtes fait un nom dans le Gotha de la haute couture, mais sans jamais renier le patrimoine populaire à l'origine de votre formation et de vos sources d'inspiration. Vous menez de front votre carrière artistique et une intense activité de formation via l'école de broderie d'art que vous avez créée en 1995 à Quimper et qui aujourd'hui, 24 ans plus tard, a essaimé sur toute la Bretagne, de Nantes à Brest, de Rennes à Paris, avec des stages un peu partout en France et à l'étranger. Et c'est une école qui compte 2500 élèves aujourd'hui, encadrée par 14 employés, dont 2 sont meilleurs ouvriers de France. Votre travail a été salué par la remise de la Légion d'honneur il y a 5 ans. Et aujourd'hui, l'école de broderie d'art Pascal Jaouen compte donc pas moins de 40 lieux de cours. Et pour les citer, ici en Loire-Atlantique, il y en a 4. Nantes, Orvaux, Basse-Goulaine et Saint-Nazaire. Voilà, vous me complétez si jamais j'oublie des lieux. Vous assurez une formidable entremise, celle d'un Basse-Valande, comme on dit en breton, un Basse-Valande des temps modernes entre deux cultures, entre l'ancienne tradition et notre époque contemporaine, et pour transmettre à votre tour et faire évoluer ce savoir-faire patrimonial. Alors, vous avez su renouveler les motifs de broderie traditionnelle breton et revisiter de façon inattendue et poétique les couleurs emblématiques de la Bretagne. Et avant de parler de votre métier de brodeur et de vos créations, j'ai sélectionné quelques images pour évoquer ensemble votre parcours. Alors là, vous avez grandi, Pascal Jaouen, vous avez grandi entre les murs d'une demeure chargée d'histoire. C'est le manoir de Kerlagadic à Banalec, avec un grand parc, des bois et la campagne alentour. Et on imagine que ce lieu, qui a beaucoup inspiré le peintre paysagiste Camille Bernier, qui habitait le manoir dans le dernier quart du 19e siècle, a dû faire naître chez vous une sensibilité pour la nature. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes artiste brodeur, mais dans une première vie, vous étiez jardinier paysagiste de métier. Tout à fait. Dans le lieu où j'ai vécu pendant quelques années, le manoir de Kerlagadic m'évoque encore beaucoup de choses. C'est des beaux souvenirs. D'une part, un cadre magnifique, et puis un environnement de beauté. C'est peut-être pour ça que j'ai été, dans les premiers temps, amené à devenir paysagiste et jardinier, parce que je trouve que le mot de jardinier, c'est un très beau mot. Et jardiner, c'est regarder la terre, c'est regarder autour de soi, c'est être émerveillé. D'ailleurs, il y a une journaliste, Danielle Pape, qui me dit sans cesse, de toute façon, tu es émerveillé même par un petit ver de terre qui bouge. Mais je pense que c'est vrai que que ça soit un oiseau, que ce soit un ver de terre, eh bien, c'est toujours merveilleux de voir cette vie. Et le lieu où je me trouvais, à Kerlagadic, était un très beau lieu de vie. Et j'ai une nostalgie aujourd'hui un petit peu de ne pas y habiter, d'accord. Et vous rêvez peut-être d'y présenter une collection un jour? Alors, c'est vrai que là, c'est vrai que là, on prépare une nouvelle collection. Et mon rêve, un jour, avant de fermer le livre sur ma carrière, ça serait de présenter une collection dans ce lieu. Ouais. Là, on va voir une image où on vous voit avec vos 2 sœurs en costume traditionnel. Et alors, vous avez posé, vous avez mis les costumes pour la photo.
Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui portaient le costume de façon traditionnelle, c'est-à-dire de façon naturelle au quotidien? Alors c'est vrai que comme vous le disiez au départ, Pascal Jaouen est connu par aujourd'hui, mais c'est un travail que j'ai... Si je suis connu aujourd'hui, c'est parce que c'est cette culture qui m'a fait connaître, me faire moi. Et sur cette photo, on me voit avec mes deux sœurs porter le costume de Banalec, parce que c'est un costume traditionnel. Et à Banalec, nous avons une fête qui s'appelle la fête des Genêts d'Or, qui a été un moment pour moi qui m'a permis d'éveiller le sens en direction de cette culture. C'est là où j'ai pris conscience, déjà à cet âge-là, j'étais émerveillé par ces femmes qui portaient le costume traditionnel. J'avais la chance d'aller chaque matin à l'école et de croiser des femmes qui aujourd'hui malheureusement ont disparu, mais qui portaient chaque jour la coiffe du pays de Banalec. Alors on appelait la petite coiffe Bean parce que c'était la coiffe de travail, mais lorsque le dimanche arrivait, ces femmes portaient ce grand col plissé et cette grande coiffe de Banalec, et j'étais émerveillé. En plus j'ai pu leur parler, donc voilà, il y a eu un échange, et je pense que c'est ce qui m'a éveillé ce sens pour la culture, mais aussi pour la conservation du patrimoine qui était le vêtement traditionnel, que ça soit de l'homme et de la femme. Et là, on voit, donc mes deux sœurs et moi, on porte le costume que je porte, là, c'est le costume de communion de mon grand-oncle qui me l'a donné lorsqu'il y a eu cette fête du 15 août à Banalec. Eh bien, donc aujourd'hui, je l'ai en possession, et c'est des costumes dont je tiens beaucoup dans mon cœur, parce que c'est là où ma grand-mère a porté la coiffe jusqu'à sa mort, en fait. On va voir une image avec le cercle de Banalec, justement, le cercle Arbanalaour, les Genêts d'Or de Banalec, qui posent devant le manoir de Karlagadik. Voilà, là où j'étais, où je vivais. Voilà, et moi on me voit sur la photo aussi. Donc c'est un vieux manoir qui était autrefois une grande ferme, parce que quand on dit un manoir, c'est pas forcément un château, hein, c'est une grande ferme, et c'était une grande ferme qui est devenue après une propriété privée, mais dont on peut encore aller le visiter, et c'est un lieu magique avec ce caractère du pays qu'on a avec la pierre, le granit, et puis ces immenses parcs qui ne sont pas dérangés par quoi que ce soit, ni d'autoroute ni de route. Un lieu de plaisir, de balade. Et alors, vous avez déclaré avoir eu votre première émotion artistique en achetant une carte postale de la reine de Cornouailles, Marie von Komm, qui faisait partie du cercle de Banalec. C'était en 1971. Ouais, alors, cette image-là, précisément, serait donc à l'origine de votre passion pour le costume breton. Je crois que même le public qui regarde cette photo, on ne peut être qu'admiratif de ce costume et de cette coiffe. Hein, et cette jeune femme, parce qu'à l'époque, Marie-Vonne, qui est encore à Banalec, eh bien, portait merveilleusement cette parure et ce costume. Être reine de Cornouailles, eh bien, ce n'est pas rien, ça fait partie aussi de notre culture. Cette jeune fille est élue lors des fêtes de Cornouailles à Quimper, chaque année. Donc, et puis en 1971, eh bien, ça a été Marie-Vonne Komm. Donc, quand j'ai vu... mais je crois que j'ai toujours été, je suis rêveur. J'admire toutes les princesses et les princes. Voilà, voilà. Mais on a droit, et j'ai pas honte de le dire, parce que c'est ce qui m'a fait moi. Donc, avoir une reine, eh bien, à Banalec, qui était Marie-Vonne Komm, ça m'a, oui, émerveillé et m'a conduit à être attentif au costume, à la coiffe et à tout le reste. Alors, en 1980, vous quittez votre port d'attache, Banalec, et le cercle celtique de Banalec pour un autre port, celui de Concarneau. Concarneau, à quelques kilomètres de Banalec, on est au bord de la mer, on est dans le terroir là, de la Venne, toujours, hein, c'est les mêmes costumes, c'est les mêmes danses. Et puis ensuite, vous rejoignez le cercle celtique d'Élian en tant que moniteur de danse, cette fois. Alors, image suivante. Alors ça, c'est la coiffe. Oui, là, ça y est, on est à Élian. Alors, dans les cercles celtiques, on prête en général les costumes des danseurs. Mais vous, à 18 ans,
vous en vouliez un à vous. Ben, en fait, quand on revient un petit peu en arrière, quand on voyait Marie von Komm, c'est là où j'ai commencé à collectionner des cartes postales. Et c'est en achetant ces cartes postales que je me suis aperçu que la commune à côté, qui est Riec-sur-Belon, ne portait pas cette même mode vestimentaire. Donc j'ai commencé à regarder, je ne comprenais pas pourquoi d'une commune à l'autre, on avait une mode vestimentaire différente. Bon, je l'ai appris avec le temps parce que j'ai fait des recherches et on m'a expliqué pour quelles raisons. Il faut savoir, le costume, en Bretagne, mais aussi ailleurs, est une carte d'identité. Aujourd'hui, nous sommes en possession d'une carte d'identité, mais à l'époque, eh bien, le costume était une carte d'identité. Ça vous permettait de vous comment dirais-je, vous avez l'identité de là où vous êtes, de l'âge que vous êtes, si vous êtes marié ou pas marié, si vous êtes jeune fille ou pas jeune fille. Voilà, c'était vraiment, on savait de quelle origine vous étiez. Et donc, en grandissant, en mûrissant, eh bien, écoutez, j'ai appris tous ces codes, parce que c'était des codes. Et ma maman, elle n'est pas de Banalec, elle est du pays Glazic, donc du pays de Quimper, mais très jeune, elle est venue s'installer avec ses parents dans une ferme à Élian. Donc, après avoir été à Concarneau, où là, j'ai découvert d'autres gens au bord de la côte, je me suis rabattu sur Élian, où on m'a demandé d'être moniteur de danse, parce que j'ai toujours fait partie d'un groupe celtique, comme on dit chez nous, c'est un groupe de danse traditionnel. Et je suis allé à Élian en tant que moniteur de danse, et ça m'a rapproché aussi de là où a vécu ma maman. Donc très tôt, j'ai pris connaissance qu'il y avait un costume qui est le costume mélénique, qui est une enclave dans le pays de l'Avesnes. Donc c'est un pays qui a son propre costume masculin. Et je me suis trouvé sans avoir ce costume. Donc c'est là que je me suis... En ayant fait des recherches, savoir s'il restait des brodeurs, et il ne restait plus de brodeurs. Ils étaient tous décédés, ni de tailleurs, ni de brodeurs. Donc le seul moyen que je pouvais avoir pour un costume, c'était de le broder moi-même. Donc je me suis lancé à cette broderie. Bien qu'enfant, je brodais pendant les vacances, mais c'était du canevas, parce que ma maman était passionnée de canevas, et elle nous avait, mes sœurs et moi, pendant l'été, on faisait du canevas. Mais là, voilà, c'était de la broderie. Donc j'ai commencé à étudier le costume d'Élian. En même temps, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de brodeur, mais donc j'ai réussi à trouver un tailleur qui me l'a taillé, ce costume, et ensuite venaient les fournitures. Or, en Bretagne, tous les costumes sont travaillés au fil de soie. Donc, je me suis retrouvé avec un autre dilemme de ne pas trouver le fil de soie. Donc, je suis monté à Paris, j'ai trouvé une maison qui s'appelle aujourd'hui et qui est encore Le Ver à Soie à Paris, et la commercialisation de la soie en France ne se faisait pratiquement plus. Mais ils avaient des réserves. Donc, ils m'ont donné des fils de réserve et j'ai commencé à faire mes échantillons. Oh, c'était vraiment pas beau comme travail. Mais enfin bon, je me suis attelé et j'étais obtus et mon obsession, ça a été de réaliser une broderie telle que les anciens le faisaient, sans faire de différence. Donc, je me suis beaucoup acharné jusqu'au jour où j'étais satisfait de mon travail, mais je n'ai rien dit. J'ai présenté mon travail en même temps qu'un costume traditionnel et les gens l'ont confondu. Ah, ça a été ma plus grande satisfaction, de confondre mon travail avec un costume ancien. Mais ça m'a demandé beaucoup de temps. Beaucoup. Et je me demandais, en fait, pour un garçon de votre âge, vous aviez 18 ans à l'époque, est-ce que c'était vraiment à la mode comme activité de broder? Est-ce que autant la musique et la danse bretonne à cette époque-là, dans les années 70, avaient le vent en poupe, ouais, autant les cercles celtiques, voilà, est-ce que c'était une activité qui était bien prisée? sûr. C'était un métier qui n'existait plus et que revienne sur le marché un garçon brodeur, j'étais un petit peu je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pas normal, on va dire. Allez, pas grave. J'ai quand même persisté. J'ai persisté parce que j'ai trouvé que c'était un métier qui était formidable, qui était magnifique. Alors, j'étais étudiant. En parallèle, je travaillais de la broderie, mais j'étais étudiant.
Donc, mais ça a été, oui, j'étais le personnage où tout le monde prêtait attention parce qu'un homme brodeur. Nous étions quelques-uns parce que Jean-Michel Le Pérennec, qui a travaillé pendant très longtemps dans la Maison Luminor, était lui déjà banquier et avait fait le choix de devenir brodeur professionnel. Donc, il travaillait chez Luminor. Donc, nous étions deux. Hein. Mais c'est vrai que nous étions, en sachant quand même qu'autrefois, c'était un métier. Hein, tailleur-brodeur, c'était un métier. À Banalec, il y avait des brodeurs-tailleurs. Pont-Aven avait des brodeurs-tailleurs. Élian, il y avait des brodeurs-tailleurs. Et l'endroit où on avait le plus il y avait même des ateliers de brodeurs, c'était à Quimper et à Pont-l'Abbé, où tous les costumes étaient brodés par des hommes. Et encore dans les années 70, ça existait encore? Alors, non. Dans les années 70, le dernier brodeur est mort l'année où je suis né. Voilà. Donc en 62. D'accord. Alors, donc vous êtes brodeur et on va faire un focus sur la broderie. Mais il est difficile d'évoquer cet art en faisant abstraction du costume et de la coiffe. Bien sûr. Voilà, et donc vous avez en quelque sorte, vous avez extrait la broderie du costume, mais c'est l'aboutissement d'un très très long parcours, hein, vous l'avez raconté, vous avez donc raconté, vous avez fait des recherches ethnographiques sur le costume en Cornouailles par le collectage de motifs, des techniques aussi très très précises, avec ces transmissions de points qui se transmettaient autrefois par transmission orale. Aujourd'hui, sur votre stand, on trouve des livres avec des fiches techniques, mais autrefois, c'était vraiment de la transmission. On est sur du patrimoine culturel immatériel. Donc, vous avez abordé cette période de formation et de recherche. Vous possédez aussi une très belle collection de costumes anciens, il me semble. Est-ce qu'on peut en voir quelques pièces sur le salon aujourd'hui? Alors, on a quelques pièces qui sont exposées, oui. Oui, quand vous parliez du collectage, donc j'étais moniteur de danse dans le groupe d'Élian. Et parallèlement, quand j'ai commencé à prendre ce fil et cette aiguille pour réaliser cette broderie du pays d'Élian, eh bien, je me suis rapproché de la Confédération Varleur. D'accord. Qui, au sein de la Confédération Varleur, c'est une confédération qui regroupe les cercles celtiques, eh bien, s'est mise en place par Viviane Elias, qui était brodeuse professionnelle. Il y a une photo de Viviane. Voilà, Viviane Elias, qui est une brodeuse professionnelle qui a travaillé pendant très longtemps chez Luminor en tant que brodeuse et a quitté parce qu'il y a eu la crise de 70 où la maison Luminor a périclité. Et donc, elle s'est retrouvée à être aide-soignante, mais amoureuse de son pays. Elle est de Sker, mais devenue bigoudaine de cœur. Eh bien, elle a voulu absolument préserver l'art de la broderie. Donc, au sein de la Confédération Varleur, elle a mis en place avec Geneviève Joannick un atelier pour permettre aux gens de réparer leurs costumes traditionnels, mais aussi de commencer à réapprendre la broderie, à se la réapproprier. Et donc, la Confédération Varleur, chaque année, organise des stages de danse et parallèlement des stages de broderie. Et moi, me suis inscrit très tardivement au stage de danse. Plus de place. Bon, quand même, j'étais en vacances. Je me dis, je ne vais pas retourner à la maison, je vais au stage de broderie. Donc, je suis tombé en fait dans le panier d'Aperle et des paillettes. Mon bonheur. Donc, et c'est de là que je me suis aperçu que apprendre, c'était bien, mais on avait besoin de faire un grand, grand collectage auprès des personnes encore en vie de tout cet art de la broderie. Donc, j'ai commencé, en prévision de voir disparaître cet art, un collectage auprès de toutes les personnes qui avaient encore des connaissances de la broderie. Et comme vous le disiez, il n'y avait pas l'heure industrielle était arrivée. Beaucoup de gens se sont désintéressés de ces hommes qui brodaient et ces femmes qui brodaient. Donc, aucun recueil écrit n'a été fait lorsqu'ils étaient en vie. Par chance, on avait encore quelques personnes qui brodaient chez elles, enfermées, qui ont détenu des savoirs. Et je suis arrivé à temps pour recueillir ces savoirs. Comme tous les collectages qui ont été faits pour la musique et pour le chant, malheureusement, on connaît un grand ami qui a disparu, Jan van Schemener, qui a fait un travail colossal sur le collectage du chant et des guers. Et bien moi, j'ai fait la même chose dans le domaine de la broderie qui fait partie de notre culture bretonne.
Donc voilà, j'ai commencé ce collectage pour ensuite, aujourd'hui, où s'écoulent des livres et où s'écrivent des livres sur la technique de la broderie, entre guillemets, bretonne, parce qu'elle est à la fois internationale. Alors, les Bretons sont de grands voyageurs. Donc, de Élian, vous voilà arrivé en pays bigoudin. Oui. Vous avez rejoint le cercle celtique de Pont-l'Abbé en 1985 et vous l'avez d'ailleurs présidé pendant 10 ans. C'était un choix esthétique? Je crois que le pays bigoudin a toujours fasciné les gens. Alors, quand on vient du pays de la Veyne et qu'on va dans le pays bigoudin, on n'est pas forcément bien vu. Hein, D'où ma question. Non, mais c'est vrai. On est chauvin de nos petits pays que nous avons. Hein, vous savez qu'en Bretagne, on a plein de petits pays. On a le pays de la Veyne, on a le pays glasique, on a le pays rousique, on a le pays du Cap et on a le pays bigoudin quand même. Hein. Et le pays bigoudin, notamment sa capitale, parce que même dans un petit pays comme le pays bigoudin, il y a une capitale qui est Pont-l'Abbé. Et moi, j'ai été... et Pont-l'Abbé était le pays des brodeurs et des brodeuses. Hein. Donc, ça a été un choix d'aller dans le pays bigoudin, parce que le groupe qui est aujourd'hui le cercle celtique Avro-Viguden. J'avais prévu une petite carte, justement. Voilà tous les pays que nous avons. Nous avons le grand pays de Bretagne, hein, et nous avons des petits pays, comme la Cornouaille, le pays Vantais. Et dans la Cornouaille, vous avez encore des petits pays que je vous ai cités, la Veyne, le Glasique, le Cap-Sizun, le pays bigoudin. Voilà, tout ça, ce sont des tout petits pays qui ont la particularité d'avoir leur propre costume. C'est pour ça que si vous vous trouviez en 1900 avec un vol plané au-dessus de la Bretagne, en avion, vous auriez 1200 modes vestimentaires portés. Vous verriez dans votre journée 1200 modes vestimentaires portés. Vous imaginez, dans ce pays de Bretagne qui est la grandeur du Portugal, hein, parce que c'est la grandeur du Portugal, eh bien, vous auriez tous ces modes vestimentaires. Et Pont-l'Abbé, eh bien, a une des plus belles modes de Bretagne, quand même. Hein. Non seulement par la coiffe, mais aussi par son costume. Ici, vous avez une image où je suis en présence de ma fille qui porte un costume de 1900, juste à la frontière de 2 années, hein, 1900, 1899. Donc voilà, c'est des costumes longs, entièrement brodés. Les plastrons, alors le plastron que vous voyez là, que je porte moi, c'est moi qui l'ai brodé. Donc, mais par contre, celui que porte Catel, c'est un costume authentique. Donc vous voyez, tous ces plastrons-là étaient brodés par les hommes. Par contre, les femmes avaient la charge de broder tout ce qui était plus léger, tablier, manchettes et coiffes. Il faut savoir que dans le pays bigoudin, toutes les coiffes étaient brodées à la main. Aucune coiffe n'était de dentelle achetée sur le marché. Quand vous arriviez dans le pays de Fouesnant, oui, vous aviez des dentelles achetées sur le marché ou faites à la main, mais dans le pays bigoudin, comme dans le pays de Quimper, toutes les coiffes étaient faites à la main. Donc il y avait une industrie de la broderie. Et il faut savoir que dans le pays bigoudin, les bigoudaines qui brodaient ou qui faisaient du picot, hein, d'ailleurs vous avez des démonstrations qui sont faites ici dans le salon, le picot bigoudin, il y avait une exportation. Il faut savoir que dans les années 30, il y avait même avant 1900, il y avait une exportation du picot bigoudin qui était fait aux États-Unis et dans toute l'Europe, parce que c'était une mode, la mode des faux culs, où il y avait les jabots, et donc les bigoudins étaient très demandés dans les modes parisiennes. À Paris, d'ailleurs, on peut encore trouver dans aux puces de Saint-Cloud des plastrons où on trouve des modes bigoudins, mais qui étaient faites par des brodeurs bigoudins. Donc la grande maison Pichavant, qui était une grande maison du pays bigoudin qui exportait à travers toute l'Europe. Donc c'était véritablement un métier. Pas simplement, on ne brodait pas que pour le plaisir. C'était vraiment une corporation de femmes et d'hommes qui manuellement travaillaient pour toute l'Europe. On va changer de région et de maison. On va arriver à la maison Le Sage. Oui.
Et j'aimerais que vous nous présentiez Alors François Lesage, donc François Lesage, beaucoup de brodeuses aujourd'hui et de brodeurs connaissent la maison Lesage. C'est une grande maison parisienne qui a été aujourd'hui rachetée, bien entendu. François Lesage est décédé, mais de ses parents et de lui-même, il a fait cette grande maison de la broderie à Paris. Et la même année que moi, eh bien, il a organisé aussi pour préserver et pour partager cette passion de la broderie, Lunéville, c'est la grande spécialité de la maison Lesage, eh bien, il a ouvert des cours de broderie. Donc, et il a mis des cours et des stages professionnels pour maintenir ce savoir-faire. Donc, j'ai travaillé chez la maison Lesage avant de créer ma propre maison parce que il est toujours bon de s'enrichir d'autres techniques en dehors des techniques bretonnes pour justement se faire un nom. Et donc, j'ai suivi des cours chez lui, mais chez d'autres maisons de broderie. Et ensuite, quand j'ai acquis toutes ces techniques, j'ai fait ma propre marque, ma propre enseigne de broderie, mixant la broderie traditionnelle bretonne à celle de la haute couture. Et vous revendiquez le terme de métier pour un brodeur. Et quelle est la part de l'artiste et celle de l'artisan? Alors, non, c'est pas difficile. Alors, au départ, je me considérais comme un artisan. Mais le mot artisan, c'est un mot très noble. Être artisan, on a beaucoup trop longtemps, la France a négligé les artisans. Qu'on soit plombier, menuisier, charcutier, le mot artisan est quand même un beau mot. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce qu'on a besoin d'artisans. Alors, artisan, c'est de produire, de montrer, le savoir-faire. Et l'artiste, lui, eh bien, il est dans un... Quand on me disait, pendant longtemps, on m'a dit, mais vous êtes un artiste, et je ne comprenais pas le mot artiste. En fait, artiste, je l'ai compris tardivement, c'est de créer quelque chose sans tenir compte de l'avis des autres. On peut aimer un artiste ou ne pas l'aimer, mais je crois que l'artiste, il faut qu'il s'échappe de ce mot, de ces appréciations-là, parce que sinon il est arrêté. Parce que dans chacun de nous, on veut toujours plaire à soi, mais surtout aux autres. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et l'artiste, justement, il sait déjà qu'il ne pourra pas plaire à tout le monde. Et c'est et il ose, du coup. Hein, il ose, il libère tout ce qu'il a en lui pour créer des pièces. Et ça fait avancer les choses. L'artisan, il va reproduire toujours la même chose. L'artiste, lui, il ose dans le graphisme, mais il ose aussi apporter des matières autres pour en faire une œuvre. Et l'œuvre, eh bien, elle plaît ou elle ne plaît pas, mais elle a permis d'avancer, d'améliorer. Et moi, je suis toujours admiratif. Je ne jugerai jamais un artiste. Je peux, dans mon fond intérieur, aimer ou pas aimer, mais je ne le jugerai jamais parce que être artiste, c'est très difficile dans sa tête. Hein. C'est un travail tout à fait différent qu'un artisan. Et vous l'avez expliqué tout à l'heure, un brodeur traditionnel doit respecter aussi le costume. On ne peut pas mettre plus de galons. Comme c'est une carte d'identité, un costume breton, si on n'a que 3 hectares de ferme, on ne peut pas rajouter des galons pour en faire croire qu'on en a 10. Quoi. Alors, dans la société de l'époque, le brodeur en Bretagne était très, très, comme le curé, comme l'instituteur, il était très craint. On le craignait. Parce que c'était une corporation très à part. Hein, au départ, le brodeur allait de ferme en ferme, donc il détenait les savoirs et puis il était mal vu. Par les hommes, il était très mal vu parce qu'il vivait dans le milieu de la femme. Donc, il était au courant de tous les commérages qu'il pouvait y avoir. Soit il parlait ou soit il ne parlait pas, mais il retenait. Donc, quand il allait dans une autre ferme à côté, bon, on sait comment il y avait la jalousie. Donc, il était très craint. Et c'est lui aussi qui était celui qui mariait. Parce que comme on savait qu'il avait des savoirs, et comme il avait des secrets, c'est lui qui mariait les gens. Mais à l'époque,
on ne mariait pas n'importe qui avec n'importe qui, parce que le but, c'était de retenir le patrimoine terrien pour qu'il ne soit pas divisé. Donc, on mariait les cousins avec les cousines pour que le patrimoine ne s'en aille pas à la volée. Donc, il avait la charge d'être brodeur. Il était brodeur, marieur. Et puis, c'est vrai que à l'époque, chaque classe sociale appartenait à une caste où il faisait très attention de ne pas donner plus de broderie à un rang social qui n'en méritait pas. Oui, le costume reflétait vraiment la personne. Le rang social à qui vous apparteniez. Donc il était très craint, le brodeur. Très. Alors, on va voir maintenant le tapis d'Orient. Broder, hein, on a insisté là-dessus, c'est vraiment broder, c'est revendiquer une culture, revendiquer une identité. Et c'est vrai qu'en Bretagne, il y a un dicton qui dit « Quand bro, quand guise, quand pares, quand élis ». C'est ce que vous disiez en fait, quand on voit la Bretagne vue du ciel il y a plus d'un siècle. Il y avait autant de coiffes que de clochers. Et Dieu sait s'il y en a des clochers en Bretagne. Et chaque costume, chaque micro-terroir a ses caractéristiques culturelles. Et vous, en fait, vous étiez très attaché on l'a vu, au costume bigoudin. Mais finalement, et paradoxalement, c'est la broderie glazique qui vous a révélé finalement au monde contemporain. Oui, parce que bien que je sois né à Banalec, je suis allé vivre à Quimper. Alors glazique, c'est un mot breton. Glazique, c'est le petit bleu. Glace, c'est la couleur des draps. C'est bleu, c'est vert, c'est comme la mer. On ne sait pas trop en fait. C'est entre les deux. Et glazique, c'est le petit bleu, donc c'est le pays de Quimper. Voilà, où les hommes portaient ce costume sur un drap bleu sur lequel était brodée cette broderie qui est devenue. Donc quand on voit un homme à Quimper porter le costume, c'est un glazique. Sa femme, elle, c'est une borlédaine. Parce qu'il y avait le bigoudin, la bigoudaine, mais à Quimper, il y avait le glazique et la borlédaine. Donc ce costume glazique, eh bien, je ne l'ai pas découvert, mais comme j'habitais Quimper et que ma maman étant de Briec, donc du pays glazique, eh bien, et président du cercle de Pont-l'Abbé, donc ça faisait beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai fait le choix d'habiter Quimper. J'ai découvert à travers le costume de mon grand-père, qui était de Briec, eh bien, cette broderie. Et le tapis d'Orient, une aventure. Je suis parti en famille, en vacances en Galice. Et je n'avais pas encore, j'avais dans la tête d'entreprendre, de créer mon entreprise, mais c'était tout, voilà, c'était un petit embryon dans la tête. Et je suis parti en Galice et j'ai rapporté avec moi le costume du pays glazique de mon grand-père et un morceau de tissu et du fil de soie. Et le soir, après avoir été à la plage, j'ai visité le pays glazique, le pays de Galice, pas loin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien, j'ai commencé à broder. Et j'ai commencé à broder ce tableau, enfin cette pièce. Quelle dimension Oh, il n'est pas très grand, je ne sais même pas. Je pense qu'il doit faire 15 cm sur 25. Donc, il n'est pas très grand. Et je l'ai fini après avoir été en vacances. Je l'ai rapporté et au même moment, j'ai été demandé au Biennale de la broderie à Bayeux. Et au Biennale de la broderie à Bayeux, on a demandé à chaque personne présente au salon d'apporter une œuvre. Alors, je n'avais pas d'œuvre que celle, enfin, je ne l'appelais même pas œuvre, hein, je l'ai appelé le tapis d'Orient, parce qu'il fallait donner un nom, et je trouvais que ça ressemblait beaucoup à l'Orient, donc je l'ai appelé, même pas glazique, je l'ai appelé tapis d'Orient. En même temps, Quimper est un petit peu l'Orient du pays bigoudin. Mais... C'est l'Orient du pays bigoudin, oui, on peut dire. Et donc, je l'ai exposé parmi les artistes internationaux, et tout le monde, tous ces artistes qui étaient là, ont été surpris de voir broderie bretonne tapis d'Orient. Alors ils sont venus me voir et ils me disent mais c'est quoi cette broderie, elle est pas bretonne. Je dis mais si, elle est bretonne, c'est une inspiration que j'ai eue du costume glazique du pays de Quimper. Et ils me disent c'est vraiment vraiment beau. Alors c'est la première fois qu'on me disait que c'était beau, j'étais flatté quand même. Et on m'a dit c'est là, on m'a dit, c'est vraiment cette broderie devrait vous devriez la décliner. Ça peut être un élément
qui pourrait vous propulser dans un lointain à quelque chose de merveilleux. Je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Je ne comprenais rien. J'étais pas du tout dans le circuit, dans leur vocabulaire artistique. C'est là qu'on est les artistes aux artisans, je pense. Donc, je suis revenu à Quimper et de là, j'ai commencé à oser. Déjà, j'avais commencé à oser décliner le costume traditionnel en cette petite pièce. Et de là est venue l'idée de prendre les éléments du pays glazik et de faire d'abord sur du papier des dessins en retenant les caractéristiques et en faire aujourd'hui ce que vous pouvez voir dans les expositions et sur le stand, le glazik est devenu l'image de l'école. Alors, une autre image. Le coupe-fil. Le découp vite. Parce qu'à la différence des grands peintres, Pascal Jaouen, vous ne signez pas vos œuvres. Non. Et néanmoins, il y a une signature Pascal Jaouen. Et par exemple, vous ne fermez jamais vos œuvres, sauf dans le tapis d'Orient qu'on vient d'admirer. Voilà. Mais sinon, voilà, j'ai lu quelque part que vous gardiez vos ratures et qu'il n'y a pas chez vous de repentir. Vous ne défaites jamais votre ouvrage. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je sais pas que je n'aime pas défaire, c'est que quand je brode, c'est dans mon état. Je veux dire, comme vous tous, il y a des jours où on va bien, il y a des jours où on va mal, mais dans la broderie et dans la peinture, dans toute mode d'expression, il y a des jours où même si on a une belle écriture, le jour où on n'est pas bien, on n'a pas une belle écriture. Et bien dans la broderie, c'est pareil, c'est un moyen d'expression. Et moi, comme pour vous, il y a des jours où je brode et je ne suis pas bien, mais je laisse. Et je n'aime pas... et pour moi, une broderie n'est jamais finie. À part le tapis d'Orient, qui est un encadrement, hein, donc il y a une frontière. Moi, aujourd'hui, je ne mets plus de frontière dans mes broderies. Oui. Je peux m'arrêter. Voilà, le jour où j'ai décidé d'arrêter, je l'arrête. Pour moi, elle est finie. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne la reprendrai pas pour rapporter quelque chose. Mais pour l'instant, dans le moment, je la laisse. Et ça surprend les gens. Et il y a des fois où on peut remarquer où le point n'est pas... J'ai eu déjà, il n'y a pas longtemps, une remarque. « Ah, j'ai fait ce point-là mieux que vous. » Ah, je dis, ben, c'est possible. Mais je le prends pas mal. Voilà, c'est amusant. Voilà. Et ça vous arrive des années ou des mois plus tard de reprendre une création, reprendre une œuvre, ça vous arrive ? Oui, alors souvent, l'œuvre que j'ai décidé de reprendre, c'est que voilà, je la mets de côté et je la reprends plus tard. Mais pas non plus un an après. Hein, c'est quelques semaines ou quelques mois plus tard. D'accord. Alors, l'école de broderie d'art ouvre en 1995 dans le vieux Quimper. Là, sur l'image, ce sont vos locaux qui sont chargés d'histoire, hein, puisque là, on est à Locmaria, à Quimper, dans le quartier de Locmaria, en plein cœur du quartier historique et artistique, hein, puisque c'est le quartier des faïenceries de Quimper-Corentin. Expliquez-nous par quel bonheur vous vous êtes retrouvés à cet endroit-là. Il y a certaines d'entre vous qui êtes venus lorsque j'ai ouvert l'école de broderie 1 rue de Kergariou, donc c'est pas très loin de la cathédrale. Et il fut un moment, malheureusement, où les faïenceries HB-en-Rio se sont trouvées économiquement mal. Donc, il a fallu qu'ils réduisent voilà, ils avaient un espace très important qu'ils n'utilisaient plus. Et par souci, la ville a racheté une partie des bâtiments. Et un jour, il y a quelqu'un de la municipalité, de la communauté de communes, qui est venu me proposer ce lieu. Parce qu'on sait très bien qu'un lieu qui est acheté et qui n'est pas de suite occupé, il est occupé malheureusement par des gens qui détruisent. Donc, par souci de maintenir le lieu dans sa conservation et dans son état, ils m'ont demandé si je ne voulais pas quitter le lieu de 1 rue de Kergariou pour venir donc 16 rue Haute, là où on se trouve aujourd'hui, là où se trouvaient les HB-en-Rio. Donc j'ai accepté, moyennant un aménagement quand même. Et donc depuis maintenant 5 ans, nous occupons ce lieu où on a pu mettre nos ateliers, notre magasin et un lieu d'exposition. Donc c'est un lieu où on a 500 mètres carrés de surface et on peut mettre
tous nos ateliers sont regroupés, et notamment ceux de Brest, parce que l'atelier de confection était à Brest. Donc voilà, on a tout ramené à Quimper pour que ça soit plus facile pour moi de gérer. Et donc c'est un lieu d'histoire, comme vous le disiez, parce que les faïenceries HB Angrillo est à Locmaria, et il faut savoir que Quimper est né il y a 1000 ans dans cet endroit. Donc Locmaria a 1000 ans, et c'était la naissance de la ville de Quimper avant que là où vous la voyez, là où est la cathédrale. Donc c'est vraiment les premiers Quimperois ont fait naître Quimper à Locmaria, où il y a une superbe église romane. Alors, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, Marplich. Ouais. Est-ce que c'est facile de concilier votre rôle de chef d'entreprise et celui de créateur et de brodeur? Parce que vous gérez quand même, je le rappelle, une entreprise de 14 salariés. Alors, comment on jongle entre ces différentes activités? Je sais pas. Avec beaucoup d'énergie. Mais si je suis seul en tant que chef d'entreprise, j'ai une équipe extraordinaire. Voilà. Et je crois que si je n'avais pas cette équipe, qui sont 14, je ne serais pas... parce que je suis un grand partageur. Hein, les bons moments, les mauvais moments, les projets, voilà, je partage tout. Et être soutenu par des employés comme j'ai, c'est exceptionnel. Voilà. Et je les remercie. Eux aussi me remercient parce qu'ils ont du travail, ils sont brodeurs professionnels, ils sont meilleurs, 2 d'entre eux sont meilleurs ouvriers de France. Je les ai amenés à ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ils m'ont amené aussi à ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Stop. On va parler des élèves, après avoir parlé de l'équipe. Alors, vous avez déclaré que tout le monde peut broder dès 8 ans. Oui. Fanny, qui est une de mes employées, a commencé à 8 ans. Aujourd'hui, elle a 28 ans. Et ça a été une petite fille qui est arrivée. Toc, toc, je lui ai enseigné. Et un jour, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire. Et elle m'a dit brodeuse. Et puis, elle est devenue brodeuse. Voilà, elle détient un BMA de Rochefort. Donc, Rochefort est un BMA de broderie, brevet des métiers d'art. Et oui, ils sont nombreux aujourd'hui à Quimper, enfants, à commencer vers les... On ne prend pas avant 6 ans, 8 ans. Voilà. Donc, et ça va après jusqu'à 94 ans. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'âge pour broder. On a beaucoup de chance, Anna, d'être en Bretagne. La Bretagne est vraiment un pays où la culture a toute sa place, qu'on soit danseur, qu'on soit musicien, qu'on soit chanteur. Ça fait partie de notre culture, mais la broderie fait partie véritablement de notre culture. Et on a beaucoup de chance d'être en Bretagne, où, vous le disiez tout à l'heure, il y a plus de 2000 personnes qui viennent apprendre à broder. J'inclus bien sûr le pays de Nantes dans notre Bretagne, parce que sont nombreux les Nantaises qui viennent prendre des cours dans les écoles dans la périphérie de Nantes. Et c'est cette culture qui a fait que voilà, la broderie est partie intégrante de cette culture bretonne. Donc on peut être fier, on est très envié des autres régions françaises. Très. Et vous avez une pédagogie particulière ou un cursus au sein de l'école de broderie Pascal Jaouen? Alors, déjà, quand j'ai pris connaissance, quand je suis tombé amoureux de cet art, j'ai mis en place parce que apprendre est une chose, collecter est une chose, apprendre est une autre chose. Aujourd'hui, on n'enseigne plus la broderie comme autrefois. Beaucoup de personnes ont été chez des religieuses où on faisait des lignes, tout ça. Donc, c'est pas réjouissant. Hein. Donc, c'est à la fois ludique, mais on est très exigeant. Si l'école aujourd'hui existe, si elle fête ses 24 ans, c'est par son exigence qu'elle arrive à cet âge-là. Parce qu'on est très exigeant, notamment dans l'apprentissage des points, mais dans le résultat que les élèves font. Et moi, j'ai mis en place une pédagogie. Elle plaît ou elle ne plaît pas, mais elle marche. Donc, moi, toutes les personnes qui travaillent avec moi ont cet enseignement Pascal Jaouen. Et elle marche. La preuve, aujourd'hui,
des gens du monde entier viennent à l'école de broderie pour apprendre. Donc, c'est que la pédagogie, elle a bon rôle. Voilà. Et vous parliez du lien entre la broderie et la culture bretonne de façon très large. Il y a dans votre école également un lien très très fort avec la langue bretonne, puisque de nombreuses œuvres en fait, portent des noms bretons. Et vous avez aussi réalisé en 2015, hein, je crois, le calendrier au profit des écoles d'Iwan, les écoles associatives en langue bretonne. Et vous avez déclaré aussi que vous vous sentiez amputé de votre langue. Ouais. La langue bretonne, pour vous, c'est quelque chose Alors de très ça, important. c'est autre chose. Oui, parce que je suis breton et je pense que je suis, pardonnez-moi, mais breton avant d'être français. Mais c'est, voilà, je suis fier d'être breton. Ouais. Et je suis fier d'être breton. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons une langue. Nous avons une langue, nous avons le français, certes, mais nous avons une langue qui est le breton. Et pour moi, il est impératif aujourd'hui que cette langue soit le plus parlée possible. J'ai la chance d'avoir des petits-enfants et des enfants qui parlent breton parce qu'elles ont fait l'école d'Iwan et ils sont à l'école d'Iwan. Et le maintien de la langue est pour moi une chose essentielle. En même temps que tout le reste de toutes les cultures du monde. Hein. Toutes les cultures du monde sont belles et elles sont à conserver. Toutes les langues régionales de France sont à conserver et à transmettre. Et nous, on a une chance inouïe d'avoir des structures et une langue. Donc, à partir de septembre, je vais être la première entreprise en Bretagne, puisque l'école, il ne faut pas oublier, c'est une entreprise, ce n'est pas une association, c'est une SARL. Et je vais être la première entreprise à mettre des cours de broderie en breton pour commencer à remettre et à refaire vivre sur un plan normal le breton. Donc à partir de septembre, je fais ça et à partir de janvier, je vais 6 mois réapprendre le breton en fac. Voilà. Donc vous serez élève à votre tour ouais, l'école je serai élève pour que l'enseignement soit le mieux fait possible dans ma langue. Et cette amputation, oui, je l'ai reçue. Mes parents parlent breton, ont parlé le breton. Mes grands-parents parlaient le breton. Mes tantes parlent le breton. Et voilà, cette fracture qu'il y a entre eux et nous, où la transmission ne s'est pas faite, ouais, c'est pas un handicap, mais je me sens, c'est une amputation. Oui. Je le vis comme cela, oui. Et l'enseignement donc de la broderie en breton sera sur le site de Quimper ou sur différents sites en Bretagne? Je veux commencer petit. Je veux commencer déjà. Je n'enseigne déjà plus le lundi, mais là, on va mettre en place dès le lundi soir, 18h-20h. Alors, il y aura des cours de broderie en français, mais aussi pour ceux qui parlent le breton et qui veulent apprendre la broderie en breton, eh bien, inséreront un autre cours à côté de celui du français, bien en breton. Voilà. Très bien. On va passer maintenant sur la partie des collections de vos créations. Alors en 2002, c'est votre toute première collection présentée aux rencontres internationales des textiles à Quimper. J'aimerais que vous nous présentiez du coup vos différentes collections. Donc là, c'est 2002, c'est la toute première. Alors en 2002, donc 95 d'ouverture de l'école. Quelques années, 7 ans se sont écoulés. Puis on s'est dit, enfin avec des personnes que je fréquentais, me disent, mais pourquoi vous n'organisez pas un festival international du textile à Quimper? Je dis oui, beau projet, mais bon, voilà, il faut... Alors, on a travaillé sur ce festival, et en même temps, brodeur, c'est une chose, mais j'ai toujours été attiré aussi par la mode. La mode fait partie, quand on est brodeur, on est systématiquement attiré par tout ce qui est la mode de la haute couture, la mode. Et comment on passe de brodeur à styliste, justement? J'ai osé. Je suis un autodidacte dans tout, dans la broderie, mais aussi dans la création textile, enfin, notamment dans le vêtement. Donc, je me suis entouré de personnes professionnelles, parce que je ne me suis pas aventuré. Là, je jouais, c'était dangereux. Le breton, il est très attaché au costume traditionnel à partir du moment où on le modifie, oh là là. Ceux qui aiment le costume tel qu'il est là, toucher un vêtement traditionnel, c'est dangereux. Donc je me suis dit,
oh là, je vais prendre des assurances. Je vais me retourner auprès de personnes qui connaissent la couture et je me suis dirigé vers un lycée professionnel à Quimperlé, Rose Glaze, qui prépare des bacs pro en couture. Et donc, je leur ai proposé de se mettre avec moi dans ce projet. Donc, à nous, on a travaillé une petite collection en commun avec le lycée professionnel. Donc, moi, j'ai créé des modèles. Ils les ont donnés aux élèves. Et en même temps, eh bien, voilà, on a travaillé une petite collection qui était, de toute façon, tous les vêtements qui étaient présentés étaient issus de costumes traditionnels. C'était ma source d'inspiration. Donc, on a présenté cette première collection. Et à ma grande surprise, elle a plu. Ça a plu. La déclinaison que j'avais faite du costume traditionnel a beaucoup plu. Et l'aventure du vêtement haute couture a commencé. Voilà. Rose Glaze, le lycée professionnel de Rose Glaze à Quimperlé, là où vous étiez d'ailleurs jardinier paysagiste. Il y a toujours un lien avec la terre, avec le terroir. Parce que je travaillais à la mairie de Quimperlé. Ouais. Ouais. Alors en 2008, c'est un nouveau défilé avec la collection baptisée Regard vers l'Ouest. Alors là, c'est un regard vers les États-Unis, un aller-retour entre l'Amérique et la Bretagne. Cette robe-là, c'est vrai que les références au costume breton. Je vais vous dire, moi. En fait, vous savez Quimper, enfin là où je suis, Anna, vous savez bien, on est entouré que de mer. Et au-delà de nos regards qui sont vers la mer, on va vers les États-Unis ou le Canada. Donc, c'est en me promenant, en fait, sur le bord de côte, j'avais dans l'idée le travail de... J'avais commencé à travailler sur cette nouvelle collection quand un homme qui est devenu producteur aujourd'hui, qui est Laine Production, qui est Jean-Philippe Morat, c'était directeur du Festival de Cornouailles, me dit écoute Pascal, je suis très intéressé pour présenter ta collection au Festival de Cornouailles. Mais pour ça, il faut que tu trouves un titre de ta collection. Et je me trouvais à Pinmar, face à moi qui était l'océan, et face à moi, c'était les États-Unis. Donc, je l'ai appelé Regard vers l'Ouest. Voilà. Et il me dit, ton titre est génial. Donc, on est parti sur Regard vers l'Ouest. Et cette tenue c'est l'affiche de cette collection qui s'appelle La Petite Robe Catel, parce que c'est le prénom de ma fille. Catel qui veut dire Catherine. Et c'est une inspiration des couleurs du costume de Plougastel d'Aulas, les fraises de Plougastel. Le costume de Plougastel d'Aulas porte ces couleurs du rose, fuchsia, du vert. Voilà, c'est la petite rose Catel. D'accord. Ça, c'est une autre pièce de la même collection, Regard vers l'Ouest. Alors, ça, c'est une inspiration du costume bigoudin où j'ai associé plusieurs techniques. La technique qu'on retrouve sur le costume, mais aussi le patient piéton et des plumes. Alors vous allez dire, mais pourquoi des plumes? Parce que les plumes étaient une matière qui était portée sur les costumes des femmes lors des mariages. En 1930, les femmes de Châteaulin, du pays bigoudin, ont porté des plumes en marabout sur les costumes. Et dans le pays de Châteaulin, les enfants les portaient dans les bonnets, mais aussi dans les coiffes des femmes, on trouvait la plume de cygne, du cygne blanc. Et quand elles étaient veuves, elles mettaient du cygne noir. Donc la plume fait partie du costume traditionnel bien plus tard que vers les années 30, en suivant la mode parisienne en fait. Et cette pièce-là a été rachetée par le musée départemental breton que vous pouvez aujourd'hui voir dans les salles du musée. Alors en 2010, c'est au tour du défilé au fil des 3 éléments. Là, c'est les éléments naturels qui sont symbolisés par le triskel, la terre, l'eau, le feu. Donc là, c'est un défilé qui est présenté devant plus de 4000 spectateurs, avec par la suite une exposition qui attire plus de 15 000 visiteurs en 2011. Là, on a donc une création. Alors oui, vous connaissez tous le triskel, qui était un élément pas breton, mais celte. La terre, l'eau, le feu. Donc est venue l'idée pour moi de travailler tout ce symbole. Et chaque branche de ce triskel, eh bien, c'est la terre, l'eau, le feu. Ici, vous avez un élément de la terre qui est le pan. Alors pourquoi le pan?
Bah, vous savez, le pan est un élément sur tous les continents. L'élément de la plume de pan est l'élément de la beauté, de l'orgueil, voilà. Et notamment dans le pays bigoudin. Le pays bigoudin porte sur les plastrons l'élément du pan, hein, la plume de pan. Et les sonneurs, chez nous, hein, il faut savoir que lorsqu'ils gagnaient les concours, les meilleurs sonneurs, notamment les concours de Quimper, eh bien, ils portaient dans leur chapeau, lorsqu'ils avaient gagné, cette grande plume de pan qu'ils arboraient avec fierté et grandeur. Hein. Et donc, voilà, c'est un clin d'œil aux différentes façons dont on voit la plume de pan, nous, en Bretagne. Et en 2014, c'est au tour de Gwenadu. Blanc et noir, c'est le nom du drapeau breton. Ces 45 modèles que vous présentez comme étant, je cite, un remerciement à cette grande dame qu'est la Bretagne. Et vous avez pu, ici à Nantes, présenter un défilé au Château des Ducs de Bretagne. C'était en 2015. Un grand moment, j'imagine, de présenter une collection dans un lieu aussi chargé d'histoire. Ah bah oui. Puis... Oh non, on pleure pas. Non, Nantes sans son château, ben, ça serait pas Nantes. Hein? Et puis tout Breton a son regard vers Nantes. Je veux dire, et puis Nantes, c'est l'image de Anne de Bretagne. Donc, et cette collection Gwenadu, eh bien, c'était oui un remerciement à ce que cette culture, à ces costumes ont fait de moi, Pascal Jaouen. Et la Bretagne a tellement de secrets, a tellement de trésors qu'elle est, pour moi, source d'inspiration. On peut puiser dans plein de choses, la mer. D'ailleurs, vous voyez, là, vous voyez une pièce qui est travaillée uniquement qu'en coquillage, parce que quand on se promène au bord de côte, on les ramasse. Et un jour, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai une maison à l'Armor-Plage, et chaque fois que j'y vais, je vais me promener. Et un été, j'ai ramassé beaucoup de coquillages. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Je les ai percés, je les ai brodés, j'ai pris une pièce, un peu la même démarche que j'ai eue quand j'ai fait le tapis d'Orient. J'ai pris une pièce d'organza, je l'ai tendue sur mon métier, j'ai percé les coquillages, et puis j'ai brodé, j'ai laissé le côté artistique se libérer de moi. Je suis arrivé avec cette pièce devant Nathalie, qui est ma première d'atelier pour la confection de la haute couture. Elle a été émerveillée. Et je dis, bah, écoute, je ne voulais pas en faire un tableau. Et elle me dit, écoute, on va faire un top. Oh, d'accord. Un top, c'est en breton, c'est un petit haut. Un petit haut. Sauf que là, il y avait que la pièce du haut, le dos. Donc, elle m'a préparé le col, elle m'a préparé les manches, elle m'a préparé les devants. Et c'est devenu ce vêtement. Donc voilà, la Bretagne, elle est pleine de sources aussi du costume traditionnel, mais aussi de ce qu'elle m'entoure, la mer. Alors, les bruyères qui sont quand même dans nos montagnes, voilà. Pour moi, c'est vraiment, voilà, la Bretagne, elle est là. Elle est tellement riche et que c'était un hommage que je voulais lui rendre à travers cette collection Gwenadu, qui, par ses hermines, voilà, c'était, voilà, j'ai remercié Dame Bretagne. Et dans vos créations, on trouve des coquillages, on trouve aussi de l'oya, en fait, qui est cette herbe. C'est une plante qui n'a pas droit d'être arrachée, mais qui peut être cueillie. C'est une plante qui retient les dunes. Et c'est par hasard, moi, quand je vais à la plage, un peu moins, je dois vous l'avouer, maintenant, je ne brode plus à la plage. Mais à un moment, j'apportais ma broderie à la plage. Et un jour, je me suis retrouvé sans fil. J'avais plus de fil que des morceaux. Alors j'ai pris un morceau d'oya, je l'ai fixé, et 3 jours après, quand je l'ai fixé, c'était vert, et 3 jours après, il était jaune, et ça a donné une autre vie à ma broderie, et c'est devenu un élément que je rapporte très souvent dans ma broderie. Oui. Du coquillage, je suis passé à l'oya, ouais. Ou l'oya, je le suis passé au coquillage. Alors sur des matières plus traditionnelles, comme le fil de soie, vous avez aussi le fil de soie qui a un petit peu changé votre façon de voir les choses. Et j'avais une question en fait sur la création. Est-ce que ce sont les matières qui vont vous inspirer ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous avez déjà en tête votre modèle, ce que vous voulez y mettre? Ou est-ce que vous partez d'abord des coquillages, du fil de soie, des oyas? Alors il y a des hasards. Le vêtement du coquillage, ça a été le hasard.
Après, quand on travaille sur une pièce, déjà, on a une pièce qui est dans la tête. On la met en place sur un dessin ou pas. Moi, je dessine directement. Et c'est en fonction de l'évolution du travail que vous apportez des matières ou pas, ou vous la retirez. Hein. Quand on travaille une œuvre, on a un temps de réflexion, on l'apporte, ça plaît, ou on retire parce que notre idée est venue et elle est meilleure. Donc voilà, c'est un autre travail en profondeur. Mais quand vous travaillez, quand vous débutez une œuvre, vous avez une page blanche, une page blanche. Oui. Vous ne mettez pas des matières, vous entourez pas de matière. Non, je vais les chercher. Je vais les chercher. D'accord. Alors justement, une collection comme Gwenadu. Qu'est-ce qui est l'étincelle, le départ d'une collection hommage à la Bretagne comme Gwenadu? Votre étincelle, ça a été quoi? Mon étincelle, ça a été les catastrophes qu'ont subi la Bretagne. La Bretagne a subi 2 catastrophes naturelles, enfin naturelles, pas naturelles, oui. Pas franchement naturelles, qui nous a souillés. Et je crois que ça a été le déclencheur. Déjà, la couleur noir et blanc, hein, parce que le drapeau, le Gwenadu, c'est noir et blanc, mais à travers ce drapeau noir et blanc, sous ce drapeau noir et blanc, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ça a été faire un état de ce qu'était la Bretagne aujourd'hui, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit économique, qu'elle soit... voilà. Et aussi les événements tragiques qu'elle a subis. Et ça a été le hameau Cocadi, ça a été l'Erika. Vous avez vu cette robe. Donc ça a été la robe noire qui est avec des plumes, qui était un hommage à un oiseau. Quand il y a eu l'Erika, je me trouvais en famille chez mes parents. C'était en période de Noël. Et il y a eu la catastrophe, non loin de chez nous. Et un dimanche, on s'est dit, toute la famille, on s'est dit, il faut qu'on aille aider ces gens qui sont en bord de côte, ramasser le mazout. Et on a vu des oiseaux. On a vu des oiseaux au large de Tréguin, que vous connaissez, Anna, à la pointe de Trévignon. Ils étaient complètement souillés. Et notamment un cormoran qui était sur un rocher. Il était englué. Et on a tous regardé, on s'est dit, le pauvre oiseau, sa destinée, c'est de mourir. Et ça a été une image très marquante pour moi. Donc, voilà. On la verra peut-être plus tard, je ne sais pas. Et donc, voilà, c'est des flashs comme ça qui me viennent. Et la collection Gwenadu, voilà, ça a été plein de flashs qui sont venus, fur et à mesure, agrémenter le travail et les 45 tenues qui font la collection. Et la robe hermine de cette collection Gwenadu, c'était le point de départ ou c'était le modèle ultime? Non, la robe hermine, elle s'appelle, en vérité, cette tenue s'appelle l'aigrette, parce que nous avons des aigrettes en Bretagne. Et quand vous regardez cet oiseau, il est magnifique, il est une élégance. Et je trouve que la Bretagne, elle est tellement élégante. Voilà. Les femmes qui portent le costume sont tellement élégantes, même les jeunes personnes qui aujourd'hui portent le costume lors des festivals comme l'Orient ou le festival de Cornouailles, vous voyez tous ces jeunes, ils sont tellement élégants, ils sont tellement fiers de porter leur identité que moi, même si j'ai puisé dans cette collection le costume traditionnel, j'ai voulu donner une élégance, une autre élégance. On dit toujours que les Bretons ont été plus, qu'il n'y a pas d'élégance, c'est lourd. Ben non. Je voulais par cette collection montrer que voilà, un créateur comme moi pouvait donner de l'élégance à notre Bretagne par ses créations. Et l'hermine, eh bien, que vous voyez sur ce vêtement, elle est chic. C'est du fil d'argent, c'est des strass, c'est du bijou en fait. Voilà. Et c'est quoi pour vous un modèle réussi? C'est pas moi qui le dirais, c'est le public qui le dit. Quand j'ai présenté cette collection et qu'on a fini de la présenter, parce qu'on l'a présentée sur 2 ans quand même, hein, et les créateurs, enfin les connaisseurs m'ont dit c'est vraiment une collection aboutie. Voilà. Quand elle est aboutie, eh bien, c'est qu'il y a eu un long chemin qui a été fait avant. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elle est aboutie qu'on ne va pas encore monter en plus. Chaque collection est un challenge. Hein. Cette collection a été un challenge, ça a été un virage, ça a été un tournant, parce que c'est joint aussi à cette collection
Red Cardel qui a créé la musique. Donc Red Cardel, c'est un groupe quand même d'une certaine réputation. C'est des danseurs, c'est des mannequins. Donc vous mettez dans votre élan et vous entraînez des gens. Et la prochaine collection, c'est encore une autre nouvelle aventure avec une autre artiste de renommée internationale. Donc voilà, c'est des challenges que j'aime. Et c'est aussi un challenge pour nous d'avancer dans la broderie. Parce que tout est lié. Quand on crée une collection, c'est de permettre de donner l'occasion aux élèves qui viendront de travailler sur les matières comme nous, on a travaillé dans les collections. Oui, parce que vous ne réalisez pas tout seul les Non. pièces de vos collections. Non, je ne pourrais pas. C'est plein de petites mains qui vous aident. Là, on est dans la prochaine collection qui sort la semaine prochaine. Nous avons été 15 brodeuses, dont une est parmi nous, qui est Marie, qui est là, qui nous a donné un coup de main dans la réalisation d'une tenue. Et alors justement, que deviennent les modèles, hein, les vêtements, les costumes après une exposition? Est-ce on peut les acquérir? Est-ce que ce sont des musées qui en font l'acquisition également? Comme toutes les maisons de couture, une collection, c'est pour montrer, pour avoir de la commande, certes, mais c'est aussi pour montrer le savoir-faire, entre guillemets, français. Moi, c'est un savoir-faire français et breton, pour montrer tout le patrimoine que nous avons, hein, le patrimoine de cette broderie, qui est un riche patrimoine au niveau de la France, et que nous sommes nombreux à vouloir le conserver et à le montrer dans le plus beau éclat, dans les plus belles choses, qui est la haute couture, je crois, aujourd'hui. On va terminer par les projets 2019 pour cette année, pour cet été. Vous avez une collection donc en préparation. Vous avez commencé beaucoup de choses cet été. Déjà, je suis très heureux que la ville de Quimper me rende hommage. Donc cette année, la ville de Quimper a décidé de me rendre hommage. Donc on a travaillé avec la mairie de Quimper, le conseil régional, le conseil général, l'office du tourisme de Quimper, les évêchés, donc tout le monde et les entreprises, des entreprises privées comme Armor Luxe et les entreprises Cadieux. Oui, parce que j'ai vu j'étais surprise de voir que vous travaillez avec l'entreprise Cadieux, c'est des portails basés à l'Ocronan, des portails automates, enfin des portails de fermeture de. Alors ça a été une rencontre inattendue. Je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Emmanuelle Cadieux est une femme qui tient une entreprise avec son époux et son beau-frère à l'Ocronan, qui emploie plus de 400 personnes. Donc c'est important, si vous connaissez l'Ocronan, c'est un petit bourg, mais quand même une entreprise qui emploie plus de 400 personnes dans la création de portails ou de garde-corps, qui travaillent pour le monde, pour le monde entier, notamment pour la maison Le Roi Merlin. Et un jour, Emmanuel, qui est comme moi, très attaché à sa culture, m'a demandé de designer pour elle des portails qui figureraient dans le haut de gamme de leurs produits. Oh. Bon, j'ai dit oui, mais sans savoir véritablement où j'allais. Mais j'ai dit oui parce que c'était un challenge. Et je l'ai fait et elle me dit, écoute, Pascal, tu auras ce que tu nous as fait, comme ils étaient en extension d'entreprise, ils ont fait une palissade d'une longueur à peu près de 300 mètres, où ils ont mis toute une palissade signée Pascal Jaouen. Donc, il y avait de nombreux invités qui étaient pour l'inauguration. Moi, je ne pouvais pas, parce que je travaillais à l'époque au Canada, je crois. Donc, je n'ai pas pu être là. Et je suis allé la voir plus tard et c'était splendide. Donc, voilà, ça a été une nouvelle ouverture qui s'est faite. Et donc, ils sont impliqués dans l'événement qui va se dérouler cet été. Donc, c'est un événement qui a commencé un petit peu au musée départemental breton. Et l'événement s'appelle Balade brodée signée Pascal Jaouen. Donc, c'est une balade à travers la ville où il va y avoir 10 expositions à travers toute la ville. Et au sein de la ville, il va y avoir, sur le plan artistique, les entreprises Cadieux vont découper
de la matière qui seront mises dans les jardins. Vous connaissez peut-être un peu Quimper, devant les évêchés. Il y a de très beaux jardins. Et on a repris les dessins de la nouvelle collection pour les découper. Donc ça sera à grandeur réelle. Des croquis dans lesquels les services jardins vont faire pousser des plantes pour faire les coiffures. Et puis il y a une autre association qui s'appelle le CIFOP qui, l'année dernière, ils ont fait la première expérience, c'était de mettre des photos plongées dans l'Audet. Donc ils reconduisent la même opération, mais aussi sur les pignons des murs de la ville de Quimper, dans le centre-ville. Donc voilà, un grand événement, et ça va se conclure aux Journées du patrimoine par la présentation de ma nouvelle collection, bien qu'elle aura été présentée pour l'ouverture du Festival de l'Orient le lundi 5. Mais ensuite, le 5 août, après le 5 août, c'est la présentation de ma nouvelle collection qui s'appelle Warenhend sur la route 2. Warenhend sur la route 2 Saint-Jacques. Voilà. Saint-Jacques de Compostelle. De Compostelle. Parce qu'il y a Saint-Jacques près de Banalec aussi. Mais c'est Saint-Jacques de Compostelle. Cette création, elle est née de là. Voilà, j'ai eu un jour l'idée de créer cette collection de là où je suis né, à Banalec, pour aller jusqu'à Saint-Jacques en traversant les départements bretons. Donc les premiers tableaux, c'est inspiré du costume traditionnel jusqu'à Guérande, où là, après, on va passer dans le pays vendéen, donc la France, où on va longer la côte aquitaine pour arriver au Pays Basque. Et là, on va passer la chaîne des Pyrénées pour arriver en Asturie et en Galice, où se terminera cette route à travers les différentes modes vestimentaires du pays asturien comme galicien. Voilà. Un beau programme. Je dois vous dire qu'il m'épuise déjà. Bon. On va terminer là du coup. Voilà. Pascal Jaouen. Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi Mathilde Cobet pour l'organisation de cette conférence et Édouard Gouin qui est à la technique et est caché là dans le petit loge technique, comme on dit en breton, qui a assuré la diffusion des images. Merci à lui. Merci Anna d'être venue, parce qu'elle est venue spécialement de Banalec. Donc sachez pour information que Anna et moi, nous nous retrouverons cet été pour 3 conférences qui seront données à la médiathèque. Et en même temps, de Quimper. Voilà, de Quimper. Et en même temps, un programme prochainement sera mis sur les réseaux pour que vous preniez connaissance de tout le programme qui est mis cet été à Quimper, nous concernant, parce que quand je dis Pascal Jaouen, c'est aussi tous mes employés et tous les collaborateurs avec qui je travaille. Voilà. Merci à vous d'avoir été attentifs et je vous souhaite une très belle journée. Et bravo pour le salon où on s'y trouve, parce que c'est un très beau salon. Merci. Et on vous retrouve, Pascal, sur votre stand qui se trouve... Ou à l'exposition qui se trouve, qui vous présentera les costumes traditionnels et mes créations. Merci à vous.